Bonjour à tous, donc moi vous me connaissez, je vais directement passer la parole à Michel de Villa qui va se présenter. Voilà. Merci Nathalie, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Michel Eturi, je travaille dans une ASBL qui s'appelle VIA. VIA comme le chemin, c'est pas un sigle. C'est le chemin pour les personnes primo-arrivantes qui viennent d'arriver en Belgique, en tout cas depuis moins de 3 ans, et qui ont un titre de séjour légal et qui ont accès donc, selon ces conditions-là, à un parcours d'accueil qui propose un programme qu'on va décliner après. Voilà, donc moi je suis coordinatrice à VIA. Ok. Alors peut-être on peut parler un peu de ce parcours d'accueil qui est le début de VIA. Oui, j'allais te demander dans quel contexte, parce que tu es aussi responsable de la cellule bénévolat. Exactement. C'est ça? Et c'est vraiment pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'allais te demander du coup dans quel contexte est née cette cellule bénévolat. Donc avant la cellule bénévolat, l'ASBL VIA a été créée. Et c'est important un petit peu que je parle du début. Donc on est très jeune en tant qu'association, on a 3 ans. L'ASBL a ouvert ses portes au public en mars 2016 et on a répondu à un appel à projet de la COCOF suite à un décret en 2013 et sous l'impulsion de 2 communes, Schaerbeek et Molenbeek, avec à la fois l'impulsion politique mais aussi toute l'expertise des associations qui faisaient partie des programmes de cohésion sociale. Cette ASBL a été créée, mais vraiment pour répondre au décret, aux objectifs du décret, qui visait l'autonomie des personnes primo-arrivantes à Bruxelles, au niveau de leur participation sociale, économique, culturelle. Ça faisait en fait leur intégration dans la société bruxelloise et belge. Donc, du coup, on a commencé par ce que nous demandait de faire le décret, c'est-à-dire la mise en place d'un parcours d'accueil. Et en grand résumé, il y a trois piliers importants dans ce parcours d'accueil qui sont l'accès à des cours de français jusqu'à un niveau intermédiaire, et on va voir pourquoi c'est important après. C'est aussi l'accès à un accompagnement social et à des formations à la citoyenneté. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de notre travail au regard du décret dont on dépend. Et donc, VIA a commencé à mettre en place ce parcours d'accueil. Une chose importante, les personnes sont accueillies dans une langue comprise. Donc, on fait appel à des services d'interprétariat et nous-mêmes, on est souvent multilingues. Alors, on a commencé à mettre ce parcours d'accueil qui est assez homogène, hein, donc c'est les mêmes étapes pour tout le monde, avec un public, vous imaginez bien, très hétérogène. Donc on s'est assez vite rendu compte aussi qu'à côté de ce parcours d'accueil, qui était très bien décrit, très détaillé par le décret, il y avait aussi, ça s'incluait dans un parcours de vie qui était parfois très très différent pour des personnes primo-arrivantes et qui doivent parfois reconstruire entièrement leur vie. Parfois, ça vient par regroupement familial, elles ont un peu plus d'aide, mais enfin, il y a quand même un parcours de vie que nous, on ne connaît pas. Et donc une lecture aussi de la réalité, de ce moment de transition entre le pays d'où on vient et le pays où on s'installe. Et 3 ans, on peut parler d'une transition parce qu'il faut du temps pour s'installer dans un nouveau pays et pour en comprendre les codes. Donc très vite, on s'est rendu compte à VIA qu'on devait peut-être proposer autre chose, mais qu'on devait le proposer avec les personnes primo-arrivantes, pas pour. Et qu'il fallait à un moment donné co-construire. Donc on a pris le temps de réfléchir et on est parti sur un projet de co-création qui est financé par Innoviris, et donc on appelle CAMIM, le projet CAMIM. Et on n'est pas parti avec une définition précise de ce qu'on allait mettre dans ce projet pour être plus proche du parcours de vie des personnes primo-arrivantes. Et donc on a commencé par créer des groupes pour consulter les personnes primo-arrivantes et voir qu'est-ce qui pouvait les aider, qu'est-ce qui pouvait améliorer leur découverte de la vie bruxelloise et belge, et qu'est-ce qui pouvait leur permettre de trouver plus facilement leur chemin et de se sentir soutenus. Et il y a 3 projets qui ont émergé, alors peut-être après vous les verrez de plus près, ou c'est ici. Donc ici c'est notre parcours d'accueil avec les différentes étapes, des attestations, tout ça c'est très formel, reconnu officiellement. Et puis en haut, vous voyez les différents parcours de vie. Et donc, par exemple, je vais commencer par celui-ci, c'est une maison d'immersion. Alors, il n'y a pas de maison,
Et en termes d'immersion, c'est par rapport à la langue française. Donc on a créé 2 moments dans 2 associations, dans 2 lieux hors de nos locaux, pour que les personnes aient l'occasion de se rencontrer et de parler français. Ça, c'était une demande. Juste pour t'interrompre, si j'entends bien, il y a le parcours d'accueil et il y a le parcours de vie maintenant. C'est 2 choses différentes ou c'est relié? Le parcours d'accueil rentre dans le parcours de vie. Ça va. Et disons que nous, on s'est rendu compte que peut-être ce qu'on proposait, c'était un peu découpé comme ça, de manière un peu systématique, par rapport à des personnes qui vivaient des réalités différentes. C'est quand je parle de parcours homogène, il ne prend peut-être pas en compte l'hétérogénéité du public. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ces 3 projets ont émergé de consultations qu'on a menées avec des personnes primo-arrivantes. Donc on a beaucoup discuté au départ, on n'a pas démarré trop vite. Et en fait, on est plutôt dans le slow, vous allez voir dans tout ce projet. On essaye justement de ralentir parfois pour ne pas perdre de vue l'expression et l'opinion des personnes primo-arrivantes, tout ça dans une perspective de co-création. On ne fera pas sans vous. Donc du coup, on doit attendre que vous soyez prêts et que vous soyez suffisamment à l'aise et en confiance pour dire aussi ce dont vous avez besoin, ce qui peut vous aider. Et peut-être vous-même, personne primo-arrivante, vous avez besoin de temps pour savoir ce dont vous avez besoin. C'est pas aussi direct. Hein? C'est ça, ok. Donc j'étais à la maison des immersions, un moment de parole, avec aussi donc, des personnes primo-arrivantes, mais des personnes qui sont en Belgique depuis beaucoup plus longtemps. Hein? Il y a toujours ce souhait pour les personnes primo-arrivantes, et on va le trouver dans les différents types de projets, de rencontrer des Belges, des vrais. Et donc du coup, il y a une espèce comme ça de frontière un peu invisible et ils ont l'impression que c'est très difficile de rencontrer des Belges. Donc nous, on essaye d'apporter ça dans ce projet Camille. Ici, c'est un autre projet qui est un module, alors peut-être le terme est un peu encore à définir, mais c'est un module de confiance en soi. Beaucoup de personnes nous disaient, moi dans mon pays j'étais très active, je faisais plein de choses et puis j'arrive ici, je me sens un peu inutile, je perds la confiance en moi. Donc du coup on a mis, c'est sous forme de 6 demi-journées et c'est fait de manière très interactive, très ludique, un moment de parole, comme un groupe de parole, mais très, très bien mis en place pour que les personnes se sentent à l'aise, puisque c'est un modèle de confiance en soi aussi, et qu'elles puissent à un moment donné, on va un peu vers le récit de vie, pour qu'elles puissent à un moment donné parler d'elles, et parce que ces moments-là n'existent pas dans le parcours d'accueil classique. Et on a effectivement beaucoup de personnes qui ont bien compris le sens de ce qu'on propose et de ce module, et qui s'inscrivent et qui trouvent beaucoup de satisfaction. Un moment où elles se rendent compte aussi que en fait, ce qu'elles vivent et ce qu'elles gardent parfois pour elles, parce que parfois elles ne le confient pas non plus à la famille, c'est souvent partagé aussi par d'autres personnes qui vivent ces trajectoires d'exil. Et on arrive au 3e projet qui est la cellule de bénévolat pour l'instant que je coordonne. Alors dans cette cellule bénévolat, c'est une cellule bénévolat pour personnes primo-arrivantes. Donc on ne l'a pas ouverte à tout le monde, on l'a ouverte aux personnes qui sont inscrites à VIA. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, je vais me répéter souvent, mais il y a toujours cette idée de co-création avec des personnes expertes de leur propre vie et de ce qu'elles vivent quand on est une personne migrante. Et donc du coup, nous, on le fait avec le public qui vient déjà à VIA pour suivre le parcours d'accueil. Pourquoi? Ils nous connaissent déjà un peu, ils connaissent la structure, il y a déjà un lien qui a été créé. Voilà, donc et qu'on est aussi dans un projet de petite taille. Donc on n'est pas... on ne part pas pour ouvrir ce projet à tout le monde, parce que ça demanderait aussi d'avoir des forces vives pour le gérer, et qu'on veut aussi vraiment, et on est toujours dans le slow, dans le slow motion, pour pouvoir faire en sorte qu'on n'aille pas trop vite dans toutes les idées qu'on aurait, nous les professionnels, pour ne pas laisser les personnes primo-arrivantes être finalement un peu comme des clients de ce projet, alors que ce sont vraiment des personnes créatrice. Ok, ça marche. Et donc, cette cellule bénévolat, elle a émergé parce que ces personnes demandaient du volontariat ou parce qu'elles faisaient part d'un manque de relations sociales? Question en plus, mais juste, je trouvais ça intéressant de voir quelle était leur demande au départ. Alors, les personnes, elles viennent d'abord s'inscrire pour le parcours d'accueil classique, parce qu'elles ne connaissent pas les autres projets. Et puis, au fur et à mesure, à différents moments, on leur explique, on leur présente ces projets, on leur donne des flyers,
hein, comme ceci par exemple, pour chacun des projets. On leur explique dans leur langue aussi, et elles s'inscrivent. Donc on part vraiment d'une envie de la personne. Dans le parcours d'accueil classique, parfois, on ne part pas vraiment de l'envie première de la personne. Parfois, elle est un peu obligée par notre instance de participer, de suivre un parcours d'accueil. Et là, on veut vraiment que ce soit quelque chose qui vienne de la personne. Son désir, son envie de s'orienter vers un des 3 projets, ou vers les 3 d'ailleurs. Parfois, elles en suivent plusieurs. Et donc, du coup, quand on leur explique le projet, elles s'inscrivent, et ensuite on les recontacte. C'est ça, ok. Ouais. Et donc la cellule bénévolat, elle existe depuis 3 mois maintenant, c'est ça? Oui, elle a commencé, dans l'idée, elle a commencé avant, dans ces groupes de travail, mais de manière effective, elle a commencé, on va dire, à partir de décembre-janvier. Okay. Alors, en parallèle, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a commencé à prospecter auprès d'associations pour voir à un moment donné quelles associations. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent avec des bénévoles. Mais nous, on avait quand même envie que ce soit des bénévoles qui ne soient pas trop... des associations qui ne soient pas trop grandes pour privilégier la rencontre et l'échange. On a aussi essayé de retenir des associations qui étaient prêtes à accueillir des personnes qui ne parlent pas très bien français, puisque la plupart sont en train de l'apprendre. Et donc, on a aussi privilégié les associations qui nous ont dit non, la personne bénévole ne sera pas toute seule à trier tout un tas de vêtements, soit elle sera dans un groupe, soit elle sera en binôme avec quelqu'un, et dans cette association-là, il y aura aussi des moments un peu conviviaux pour que les personnes se rencontrent, parce que les principales motivations des personnes candidates bénévoles à VIA, c'est se sentir utile, rencontrer d'autres personnes, pouvoir parler français, comprendre aussi un petit peu comment ça marche le travail en Belgique, comment ça fonctionne. C'est aussi parfois valoriser sa situation personnelle, par exemple auprès d'une commune, pour prouver ses efforts d'intégration. Je reprends les termes qui sont parfois utilisés pour renouveler un titre de séjour ou pour demander la nationalité belge. Donc voilà, il y a plusieurs motivations. Les principales, c'est vraiment rencontrer d'autres personnes, parler français, se sentir utile. Donc ce sont des personnes assez dynamiques et qui sont assez débrouillardes déjà, qui ont une envie et qui ont vraiment une motivation personnelle. C'est ça, ok. Et alors concrètement, ils prennent rendez-vous à la cellule bénévolat et qu'est-ce qui se passe alors? Alors on organise un premier entretien. Parce que dans ces premiers entretiens, on crée le lien. Alors il y a déjà un lien qui est créé avec VIA. Mais là, maintenant, ça va être un lien qui va être créé avec la personne, donc moi pour l'instant, qui s'occupe de créer le lien avec les associations. Et c'est important aussi d'avoir un lien de confiance parce qu'à un moment donné, le bénévolat, ça peut se passer bien, ça peut se passer mal, ou moins bien, on va dire. Donc il faut pouvoir le dire. Il ne faut pas rester dans une situation où on avait un rêve et puis que ce rêve soit cassé parfois même par des malentendus. Tout simplement, donc parfois c'est juste avoir un moment où on peut se dire quand ça ne va pas, je peux me tourner vers quelqu'un qui peut jouer un peu le rôle de médiatrice. Pour l'instant, tout se passe très bien. Okay. Mais donc du coup, le premier entretien, on a une trame qu'on a construite et qui essaye un petit peu de balayer tous les critères importants pour pouvoir faire ensuite le matching avec une association. Donc on a à peu près 16 associations actives dans divers domaines. Ça va du développement durable à l'aide aux personnes, à l'animation, aux événements culturels. Donc il y a un panel assez large. Et donc du coup on va questionner les personnes sur d'abord ce que c'est le bénévolat, qu'est-ce que ça recouvre comme concept, parce que c'est peut-être pas... la traduction n'existe peut-être pas exactement dans leur langue, ou peut-être qu'elles ont fait du bénévolat mais que ça avait une autre connotation. Donc du coup on va un petit peu sur... On a déjà eu avec les groupes qu'on consultait, on avait travaillé un peu cette notion de bénévolat pour savoir si on mettait les mêmes choses. Donc on mettait plus ou moins les mêmes choses, mais donc on vérifie de nouveau individuellement. Et donc c'est un tête-à-tête, donc il y a la personne candidate bénévole qui a pris contact, on est comme ici, dans une salle, et puis on regarde alors à un moment donné ce que la personne comprend du bénévolat, si elle a déjà fait du bénévolat dans son pays, qu'est-ce qu'elle faisait, et puis ensuite on va
on va, sous forme de conversation, ça va pas être un questionnaire comme ça, c'est vraiment une conversation, mais qui va brosser un peu tous les aspects sur lesquels après on va avoir des notes, pour pouvoir savoir quels sont ses intérêts, ce qu'elle veut faire, mais aussi ce qu'elle ne veut pas faire. Avec quel public elle veut travailler, mais aussi avec quel public elle ne veut pas travailler. Donc par exemple, il y a des personnes qui me disent moi je veux pas travailler avec les animaux. Hein, et puis d'autres qui disent moi je veux travailler avec des animaux. Et puis des personnes qui vont dire ah, mais moi je veux pas travailler avec les personnes âgées, je me sens pas à l'aise. Voilà, donc on peut tout dire. Et donc le fait d'ouvrir aussi la possibilité de dire mais moi je ne veux pas travailler avec les bébés ou avec les... Voilà, parce que c'est pas, j'ai pas d'affinité. Alors on permet aussi, en menant l'entretien, de dire à la personne que, ok, elle n'est pas prête à tout accepter. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne valorise pas tellement quand la personne dit ah mais moi je veux tout faire. On dit mais ça ne va pas nous aider pour trouver une association. Donc on préférerait vraiment parler de ce que vous aimez faire, de ce que peut-être vous auriez aimé faire, vous n'avez pas eu l'occasion, d'un rêve que vous avez par rapport à une activité où vous avez du temps à donner. C'est aussi du temps que vous donnez, donc autant le faire aussi pour vous faire plaisir. Hein, donc c'est, voilà, on a un petit peu ce type d'entretien. Alors après, on voit aussi concrètement les disponibilités. Donc c'est pas parce qu'on est pas primo-arrivant qu'on n'est pas occupé. Hein, quand on arrive en Belgique, on a beaucoup de choses à faire. On apprend le français, on a beaucoup de démarches administratives. En fait, les personnes ont un agenda souvent incroyable. Donc c'est important quand même d'expliquer que autant c'est du bénévolat, et donc on donne de son temps, mais qu'il y a aussi quand même une notion d'engagement. Et qu'une fois qu'on a dit oui, il y a une association, l'association, elle compte aussi sur vous. On explique aussi un peu l'historique du bénévolat, le fait que la société civile contribue aussi à un moment donné à l'amélioration de la vie pour tous les citoyens, et que donc dans l'histoire de la Belgique, le bénévolat, c'est quelque chose qui est assez commun en fait, mais qu'après les associations, si elles cherchent des bénévoles, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de mener à bien leur projet sans bénévoles. Donc elles ont besoin, une fois que vous avez dit oui, elles ont aussi besoin de vous, elles comptent sur vous. Donc du coup, on explique aussi tout ça en disant voilà, si vous ne pouvez pas, il faut savoir dire non. Parce que souvent, les personnes disent souvent oui, parce qu'elles se sentent aussi obligées de dire oui. Et moi, je leur dis souvent, donc avec moi, vous pouvez dire non. Et donc comme ça, c'est clair dès le départ. Et il vaut mieux me dire non qu'un oui qui n'est pas un vrai oui, parce que sinon, ça va nous mettre dans la confusion. Et donc du coup, on explique un petit peu tout ça. Et puis après, on voit, alors, selon les disponibilités et l'intérêt, moi je dis aux personnes, écoutez, je vois parfois déjà exactement parce que j'ai rencontré des associations, qu'une association pourrait bien convenir, et je raconte un peu ce que fait cette association, sur le mode du récit. Et en parlant aussi des valeurs de l'association, de son public cible, de ses activités, et en disant, voilà, ils recherchent des bénévolats pour telle tâche, pour telles activités. Donc là aussi, on questionne les gens sur des tâches qu'ils ne voudraient pas faire. Il y a plein de gens qui disent « Ah, moi, je ne veux surtout pas faire de nettoyage. Et, voilà, par exemple, ou pas de tâches administratives. Donc, du coup, moi, j'avance un petit peu avec des propositions, et puis je vois, à un moment donné, si la personne accroche ou pas. Si je n'ai pas d'association, moi, je continue à prospecter. C'est ça, ok. Hein? En fonction des besoins de la personne. En fonction des besoins des personnes. Par exemple, je n'avais pas prospecté auprès d'associations qui s'occupent d'animaux. Et il y a une personne qui vient de l'Inde et qui m'a dit « Mais moi, en Inde, je recueillais des chiens qui traînent dans la rue, qui errent, et je les soignais. Et j'aimerais bien continuer à faire ça ici. » Et donc, du coup, je téléphone auprès de refuges pour savoir si je cherche des bénévoles. Donc, du coup, la demande alimente aussi la prospection et élargit aussi la prospection. Dis Michel, on est déjà à 18 minutes. Juste, je me dis, ce serait chouette de voir... on pourrait parler longtemps parce que j'ai plein de trucs à explorer. Mais je me disais, pour l'instant, vous avez du monde qui vient, vous avez beaucoup de demandes. Et comment ça se passe avec les associations ? Je vais vous donner quelques chiffres. On a 16 associations. Et donc, vraiment avec des profils très divers. Hein, avec, je l'ai dit, un développement durable, ORECA, tout ce qui est logistique, tri de vêtements, tri de jouets, des projets de solidarité. Donc, c'est assez divers. On a 52 personnes qui se sont portées candidates volontaires.
et qui ont demandé un entretien. Sur ces 52 personnes, on en a 11 qui sont effectivement en cours de bénévolat. Alors vous allez dire, c'est pas beaucoup. Effectivement, il y en a une dizaine, voire une quinzaine, qui ont trouvé du travail. Et donc ça correspond aussi au profil de personnes qui sont prêtes à faire du bénévolat, mais qui aussi cherchent en parallèle et qui sont assez débrouillardes et qui trouvent soit du travail, soit une formation qualifiante, et donc du coup qui ne sont plus disponibles. Et puis, et ça c'est normal, leur vie change aussi. Alors il y a aussi une proportion de personnes qui étaient disponibles et puis qui pour des raisons familiales, personnelles ne le sont plus. Et puis il y a des personnes qui s'étaient portées candidates et dont on n'a plus de nouvelles. C'est une minorité, mais on en a quand même. On appelle et il n'y a plus de contact possible. Donc voilà, ça c'est pour l'instant le public. Alors c'est pas beaucoup, hein, donc c'est un projet avec 11 personnes qui sont effectivement occupées à du bénévolat. Et alors que vous suivez, vous avez un... Alors on prend des nouvelles de temps en temps, et elles aussi prennent des nouvelles de temps en temps. Parfois certaines répondent par mail, donc on envoie un petit mail, elles répondent, tout dépend, on adapte un peu le mode de communication à leurs outils. Hein. Et ce qu'on va faire très prochainement, c'est qu'on va les réunir en début juin. Là, on va les réunir par projet pour avoir un peu une intervision, un moment d'intervision, et pour qu'elles se connaissent. Elles ne se connaissent pas entre elles, hein, puisqu'elles vont chacune dans leurs associations. Donc pour les réunir et pour pouvoir aussi prendre du recul par rapport à ce qu'elles vivent, voir ce qu'elles mettent, leurs difficultés, voir ce qu'elles mettent en place comme solution, voir à un moment donné dans la représentation, comment elles imaginaient le bénévolat, puis comment c'est effectivement, parce qu'il y a peut-être un décalage. Et puis, ce que j'ai peut-être oublié de dire, je ne sais pas si j'en ai parlé, c'est que tout ça rentre donc avec l'idée de co-création dans l'esprit d'une recherche-action. Donc, dans cette réunion et dans les moments aussi d'intervision entre nous, il y a une personne qui fait une recherche-action et qui essaye de documenter et d'observer avec la plus grande précision possible, avec le plus de détails possible, l'évolution de ce projet, et en tenant toujours compte de cet aspect de co-création et en étant très très sensible au fait de ne pas laisser les personnes, qu'on ne fasse pas pour les personnes mais avec les personnes concernées. Donc du coup, dans ces moments d'intervision, la personne qui est en charge de la recherche-action est présente aussi. Elle est présente à plein de moments. Hein. Elle anime aussi des modules de confiance en soi. Elle est vraiment en contact avec le public. Elle va à la maison d'immersion. Et au niveau du bénévolat, elle assiste avec moi à des réunions pour débriefer un petit peu. Et là, dans ces moments d'intervision, elle sera présente aussi. Elle aura même un rôle d'animation pour pouvoir, à un moment donné, toujours essayer de prendre un peu de hauteur pour analyser ensemble, voir ce qui se passe. Parce que souvent, elles me disent que tout va bien. Alors j'imagine que tout va bien, je suis d'accord, mais pas tout le temps, c'est pas possible ça. Donc du coup, c'est un peu pour aussi, en groupe, pouvoir aborder peut-être des moments qui ont peut-être été plus difficiles. Parfois, les personnes sont stressées hein, quand elles... Je les accompagne, mon rôle c'est de les accompagner au premier rendez-vous. Donc je fais vraiment un relais avec elles. Donc j'essaye, je ne leur donne pas l'adresse en disant vas-y toute seule, je les accompagne la première fois. Et comme ça, bon, il y a aussi un moment où on peut poser toutes les questions. Et si elle n'ose pas poser une question, c'est moi qui la pose. Enfin, voilà. Et on y va souvent ensemble à pied, on prend un transport en commun. Et c'est un moment aussi un peu presque de coaching, hein, où on prépare un peu cet entretien ensemble, bon, sur un mode léger. Mais quand même, parce que certaines personnes, je vois bien qu'elles sont un peu stressées, comme si elles allaient vivre un entretien d'embauche. Hein. Donc, du coup, il y a ce moment qui est quand même un peu tendu, et alors on marche, ça fait du bien, et on arrive à l'entretien, et souvent ça se passe très 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 bien. Ok, donc ça c'est pour le premier entretien, c'est pas déjà le premier jour de volontariat, c'est non, ça? Le premier entretien, et puis si ça marche, si ça match. Si tout le monde dit oui, on dit on continue. Hein, et moi je pose toujours la question, donc je dis on continue, on arrête là, je cherche autre chose. Ça je l'ai dit en dehors de la présence de la personne qui nous accueille dans l'association. Et je dis, c'est maintenant qu'il faut le dire, hein, parce que soit on confirme, soit on dit ben non, on n'est pas encore prêt, et alors moi je peux chercher aussi autre chose. C'est ça. Ok, super, merci beaucoup. Il y a encore 10 000 trucs à dire, mais ça nous donne déjà un bel aperçu, et puis on va continuer un peu à discuter
D'accord. Under Alors, Caméra juste et pour puis, clôturer, ouais, hein, vous avez bien compris que c'est un projet qui est tout nouveau, c'est un bébé. Et donc, du coup, après, on l'observe grandir. Hein, on essaie de faire en sorte qu'il grandisse bien. Et ensuite, on devra effectivement se poser la question de sa pérennisation. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne peut pas aller trop vite. Oui, c'est ça. Vous êtes plutôt dans le pilote, dans l'expérimentation, et puis vous verrez. Tout à fait. Ouais. Et l'expérimentation continue jusque fin 2019 Pendant 3 ans. 3 ans, encore en 2020. Oui. Ah, bah oui. super. Voilà. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonne continuation. Merci. Bonne réunion.